Bonjour, c'est un conteur qui s'est donné pour mission de révéler l'imaginaire qui prend soin du monde. Il rassemble inlassablement les contes du monde entier pour un réensemencement multiculturel et spirituel. C'est un barde, un écrivain, un compositeur-interprète, un musicien, un infatigable passeur. C'est Patrick Fischmann. Bonjour Patrick Fischmann, je suis Bonjour. ravi de vous rencontrer. Vous savez que chacune de ces journées de ce congrès est placée sous les auspices d'une essence d'arbre particulière et aujourd'hui, l'arbre particulier qui a été sélectionné, c'est le figuier. Est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Oui, ben, ça fait tilt. Déjà, le fait que les journées soient sous l'auspice d'un arbre, ça me touche. J'ai énormément travaillé autour de l'arbre, que ce soit la légende de l'arbre noueux, que, ou d'autres légendes sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. L'arbre est très important. Et le figuier, c'est vraiment un arbre des conteurs. Et notamment, c'est l'arbre qui investit une des premières légendes de l'humanité, qui est la légende de Markandeya. Et cette légende, en deux mots, raconte l'histoire d'un vieil homme qui marche dans les cendres, dans la grisaille. Voilà, il est dans un état de prostration et il marche comme ça. Et tout à coup, il aperçoit un feuillage vert. C'est la seule chose de couleur dans ce monde de gris, dans ce monde de cendres. Et là, il y a un figuier. Il arrive au pied du figuier, et au pied de ce figuier, il y a un enfant. Et cet enfant lui sourit et lui dit, ça n'a pas l'air d'aller, grand-père, fais un pas de côté. Et le grand-père fait un pas de côté. À ce moment-là, le vent du monde se lève, et l'enfant dit au vieillard, viens te reposer dans mon ventre. Et le vieil homme s'envole comme un fétu de paille. L'enfant ouvre la bouche et le vieillard est emporté dans le ventre de l'enfant. Et c'est un jardin. C'est le jardin de l'arbre de vie. Et l'homme va marcher pendant 100 ans dans ce jardin extraordinaire. Et puis un jour, le vent se lève de nouveau et il ressort par la bouche de, de l'enfant dans ce monde gris au pied du figuier verdoyant. Et l'enfant lui dit, grand-père, j'espère que tu vas mieux. Et il lui dit, maintenant, il va falloir que tu apprennes à faire un pas de côté. Voilà, donc c'est l'arbre de vie, c'est aussi l'arbre euh, de, du Bouddha, c'est l'arbre de la fertilité. Voilà, donc le figuier, il y a eu beaucoup de contes aussi presque un peu grivois autour de la figue, mais c'est aussi parce que c'est le lieu de la fertilité. Voilà, donc c'est une porte d'arbre que j'ai plaisir à ouvrir avec vous. Bah, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce témoignage. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce congrès est placé, enfin, a pour objet finalement de présenter les différents points de vue des intervenants à propos des énergies subtiles. Euh, de votre point de vue, c'est quoi enfin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié au conte ou à l'art du conte? Oui, enfin, c'est la porte que je me propose d'ouvrir, c'est celle autour du conte. On va bien sûr déborder, mais je pense que l'univers du conte est suffisamment plein, explicite, pour qu'on puisse en rentrer par là. D'abord, ce que je dirais, c'est le fait qu'avec le conte, on est dans un non-temps, ou dans un temps qui n'est pas le temps ordinaire, et que dans ce temps-là, il peut se passer un certain nombre de choses assez subtiles, et Mhm. notamment toutes les énergies qui vont pouvoir euh, jaillir au contact d'un récit et surtout d'une présence. Parce que ce récit, il n'est pas sur un bout de papier, ce récit il va traverser
un conteur ou une conteuse. Et là, il y a tout un tas de lois qui sont plutôt des lois subtiles, qui vont nous faire sortir du monde ordinaire et justement pouvoir toucher à ces énergies dont vous voulez qu'on parle. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on écoute un conte? Alors déjà, quand on rentre dans un non-temps, et dans ce non-temps, on va avoir affaire à une dimension qui n'est pas la dimension ordinaire, parce que dans ce monde-là, il va y avoir déjà par la présence du conteur ou de la conteuse, il va y avoir une voix, il va y avoir un rythme, il va y avoir une mélodie, il va y avoir des sentiments, des émotions, des images qui toutes nous enlèvent un petit peu de ce quotidien, nous enlèvent de la matérialité et nous font rentrer dans un domaine que je pourrais... Les Amérindiens appellent ça le rêve de jour et le rêve de nuit, c'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce de temps du rêve, mais en même temps dans une réalité qui dépasse l'ordinaire. Et donc, dans cette réalité qui dépasse l'ordinaire, les arbres parlent, euh, les animaux, tout est vivant. Et donc là, on rentre dans un espace où effectivement, on commence à connecter des énergies qui sont subtiles, qui ne sont pas simplement ce que le mental enregistre, calcule et multiplie depuis des générations et des générations avec tout le système de croyances qui va avec. Donc c'est un espace où d'autres possibles arrivent, où le mental s'assoit et où il va y avoir tout un tas de phénomènes, mais pour moi ce sont des phénomènes, c'est musical, c'est vibratoire. Et là on entre et il y a bien sûr tout un tas de choses qui vont venir s'agglomérer, s'agglutiner et former un espace, voilà, à condition qu'il n'y ait pas de stratégie à travers la personne qui va raconter. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand moi j'enseigne, j'ai des élèves à qui voilà, ou des artistes que j'accompagne, je dis toujours une chose essentielle, c'est-à-dire que s'il y a un cheval et s'il y a un cavalier, le cavalier c'est le comte et le cheval c'est le conteur. C'est-à-dire qu'on doit se laisser traverser. Et donc, le comte va aller choisir ce dont il a besoin de vos propres qualités, de vos sédiments, comme une rivière qui coulerait et puis qui prendrait du fer, des minéraux, etc. Mais c'est lui qui vient choisir. Et donc, il n'y a pas de stratégie. Et le comte sait très bien, le comte il connaît immédiatement, il a une connaissance immédiate de celui de celui ou de celle qui va raconter, et c'est lui qui vient choisir les éléments. Mais il n'y a pas de stratégie. S'il y a une stratégie, il y a le mental il y a une intention. La seule intention pour moi d'un conteur ou d'une conteuse, c'est comme il a vu des choses qui l'ont touché lui et qui pensent aussi universelles, il fait suffisamment confiance pour que ça le traverse et que les gens viennent cueillir ce dont ils ont besoin. Et là, je pense que les énergies subtiles peuvent être actives. Sinon, s'il y a une intention trop forte, s'il y a une stratégie, s'il y a des émotions qui sont téléphonées, des images vous savez, comme au cinéma, où on fait plus fort, où on met des choses qui brillent, etc. À ce moment-là, on empêche ça, et c'est tout le système de croyance de l'individu qui prend le dessus, et c'est le filtre du mental à ce moment-là qui agit. Mais à partir du moment où le conteur ou la conteuse fabrique ses propres images sans essayer que l'autre voie exactement ce qu'il voit, et laisse faire la musique, le son, le rythme et tout ce qui est fin à travers sa parole, y compris le sens, parce que le sens existe quand même, mais il existe à sa place. est-ce que cela reviendrait à dire que le conteur, quand il conte, est dans un état particulier? Oui, il est dans un état de cœur et de détachement qui fait que quelque chose à travers lui peut passer et qu'à ce moment-là, les énergies plus subtiles peuvent rentrer en contact avec celles de l'auditoire.
D'accord. Mais est-ce que là, vous parlez beaucoup du conteur, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi une interaction avec le public et qu'à un moment, il va se laisser inspirer en fonction de l'ambiance de la salle ou de ce qu'il ressent de la part du public qu'il a en face de lui. Absolument, absolument, mais même à un niveau très, très subtil. C'est pas pareil pour l'éveillé, mais c'est pas tant aussi pour l'éveillé, mais en spectacle, par exemple, lorsque on a des projecteurs dans la figure et puis qu'il y a un grand public dans le noir, on sent, on sent où ça rit à tel endroit, on sent où ça, on sent où les gens sont très émus. Et on n'est pas au Japon, quand les gens sont émus, ils ne se mettent pas à crier comme, comme au Japon, mais on le sent. On sent, mais justement, il faut accueillir et ne, ne, vraiment, j'appuie toujours cette chose, ne pas être dans la stratégie et ne pas être dans la manipulation. Parce qu'à ce moment-là, on se coupe de ces énergies-là, on se coupe de ce qui est vraiment le, 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 comment, précieux, le plus précieux dans l'échange. Et le plus précieux, c'est cette espèce de chose subtile qui vient l'inspirer. Voilà, et qui ne s'interprète pas, et on ne cherche pas non plus à reproduire exactement la même chose la fois d'après, en se disant là j'ai été super, ou je ne sais pas quoi, parce que là, on se plante complètement. Et donc, dans cette subtilité, pas stupidité, cette subtilité, c'est vraiment un échange avec le public, c'est aussi le fait d'être canal. Quand je parlais du non-temps tout à l'heure, si ça est bien vécu, vous ne savez pas si c'est passé une minute ou une heure lorsque vous racontez. C'est une forme de transe. Hein. Quand vous voyez l'heure qui passe, c'est que vous n'êtes pas calé, c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas canal, que le conte n'a pas suffisamment la possibilité d'aller prendre en vous ce dont il a besoin pour venir au monde avec le public qui est là aussi. Mais Voilà. est-ce que ça signifie, enfin, est-ce que j'interprète hein, de Oui, mon petit oui, point oui. de vue, euh, est-ce que ça va signifier que finalement le conteur, il n'a pas forcément conscience du conte qu'il raconte? Si, parce qu'il y a tout un travail avant, tout un travail sur le symbole, parce que quand on travaille une histoire, ça nous baratte, ça, nous, ça va chercher, enfin, surtout si on travaille sur des histoires qui ont du sens, des histoires qui ont de la profondeur. Mais une fois qu'on a vécu tout ça, on ne cherche pas à ce que les autres voient ce qu'on voit. On fait suffisamment confiance à ce qui nous a traversé pour savoir que c'est agissant comme il faut et comme les personnes ont besoin et comme elles ont besoin d'aller cueillir ce dont elles ont besoin. Comment le conteur sait de quoi les gens ont besoin, de quoi le public a besoin quand il écoute un conte? Elles ont besoin parce que ça se voit. Ça se voit dans l'écoute, ça se voit ensuite quand les gens viennent vous voir, ça se voit comme ils sont émus, ça se voit aussi par votre... plus vous êtes dans cette forme de don et dans cette présence énergétique, plus les gens le manifestent d'une façon subtile et plus ça vous nourrit aussi. C'est un échange. On est aussi nourri de l'écoute des gens. Mais on n'est pas dans une stratégie de vouloir les émouvoir, de voir Non, on fait confiance, c'est une eau qui coule, voilà, c'est une source qui coule, et tout le travail qu'on a fait avant, ça nous donne suffisamment confiance. Mais on n'essaie pas de reproduire et surtout pas de, de, de photocopier les émotions qu'on a eues et tout ça, parce que chacun est extrêmement différent. Il y a le je suis et puis il y a le nous sommes et il faut jouer dans voilà, dans cet espace-là. Et c'est là que se passent, je pense, les choses subtiles. Et quand vous dites qu'il y a le nous sommes, c'est la salle ou c'est le public et vous? Non, c'est le je suis et le nous sommes en moi et le je suis et nous sommes dans le public aussi. D'accord. Et ça doit rester naturel et simple. Même si le conte a des dimensions chamaniques, vraiment des choses très fortes, le conteur ou la conteuse n'a pas une posture à avoir. Il ne doit pas se prendre pour qui il n'est pas. Il est un canal. Il est vraiment, et ça, c'est vraiment très important parce que sinon, on, on retourne dans un système de pouvoir, dans un système de croyance,
Et dans ce cas-là, ce que vous émettez, forcément, produit une espèce d'une vague d'onde qui fait que ça éveille la même chose chez les gens. C'est comme quand vous réglez une radio. Alors, si vous vous réglez sur une station qui est la station Liberté, et qui est la station où tout est fin, eh ben, pour celui qui le reçoit, il est sur la bonne station pour vivre ses propres émotions, pour profiter de la musique, pour profiter de la poésie, qui est la poésie, c'est plein de portes, petites portes qui sont ouvertes, où l'âme de celui qui écoute peut entendre autre chose que ce qu'il a reçu de façon génétique ou de toutes les peurs, de toutes les croyances et de tous les systèmes accumulés. L'art, si c'est vraiment de l'art et si c'est pas du showbiz, c'est fait pour ça. C'est fait pour que les gens puissent avoir accès à un monde beaucoup plus subtil, beaucoup plus riche, et qui fait qu'on sent on est tous reliés, voilà, qu'on vient d'une source commune. Et voilà, il y a beaucoup de. Alors, c'est pas forcément tout le temps la joie, ça peut être des émotions, ça peut être la peine, mais enfin, à travers toute la gamme des sentiments, c'est quelque chose qui peut et qui doit, si c'est voilà, si c'est bien fait, échapper au monde de l'enfermement et au monde du mental. Et je pense que les énergies dites subtiles, c'est ça. Et j'irais même plus loin, je dirais, si on fait des énergies subtiles une croyance dans les énergies subtiles, on peut aussi être tenté d'étouffer ce qu'on voudrait libérer. C'est-à-dire, c'est une forme de confiance, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, on lâche et puis on sait que c'est là. Enfin, en tout cas, moi, c'est la voie du conte, c'est ça, c'est une voie de la nature et une voie de la simplicité. Et la nature, c'est important parce que c'est là où il se passe plein de choses. Les gens qui sont immergés dans la nature, ils ont accès à une magie. Les arbres, effectivement, communiquent, y compris avec les humains. Euh, Moi, je fais pas mal de stages en nature. J'ai vu combien les gens lâchent au bout de quelques jours. C'était des stages de 10 jours, hein, ça permet, en pleine nature. Ça permet de lâcher. Il n'y a plus d'heures. Les gens peuvent raconter la nuit sous les étoiles. Ceux qui n'aimaient pas l'eau, ils restent le derrière dans la rivière. Il y en a qui mettent les pieds dans la bournille pour pouvoir raconter. Les éléments nous aident. Et ils nous aident avec effectivement des choses subtiles. Mais dès qu'on essaye de trop vouloir les interpréter, en tout cas dans le domaine du conte, moi je fais très attention, c'est le mental qui prend le dessus. Et dans ce cas-là, il y a un risque que l'ego de celle ou de celui qui raconte prenne le dessus et soit même inconsciemment dans une forme de stratégie qui n'est pas bonne pour le déploiement de ces énergies-là. Ouais, j'entends énormément. En fait, moi, quand je construis finalement cette réflexion autour des énergies subtiles, c'est plus un prétexte pour dire, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Mais C'est ce ça. autre chose, c'est pas, je veux pas le construire comme un dogme ou une croyance. Ce qui m'importe, Non, c'est que ce qui m'importe, c'est de vous écouter, en parler et de découvrir encore plus en profondeur combien le contact avec les éléments est important et simple et il n'y a pas besoin de se prendre la tête autrement. Mais à un moment, effectivement, il va falloir lâcher, il va falloir peut-être prendre le temps et je comprends la durée d'un stage de 10 jours. non bah, il y en a qui font moins, mais pour ce genre de. Voilà, pour saisir le fait que. Moi, je dis souvent, la conteuse, le conteur, ça peut être la voix des animaux muets. Hein. Moi, souvent, je dis que je me promène avec mes animaux. C'est très orphique comme façon de. Et donc, si on peut parler de subtilité, enfin, autour des énergies, tout ça, il faut sortir du cadre. Le, Quand le, vous dites vos animaux, vous pouvez préciser? sont mes amis mots. Ah, Et d'accord, vos animaux, animaux. les Excellent. animaux. Et voilà, moi, je suis entouré de mes animaux comme Orphée est entouré de. Voilà. Et c'est pas simplement pour. Voilà, un jeu de mots. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça qui se. C'est vraiment ça qui se passe. C'est pour ça que l'ouverture à la poésie, pour moi, est vraiment indispensable pour pouvoir sortir du cadre habituel
et pouvoir avoir accès à tout un monde qui de toute façon est là, quoi qu'on fasse, même si on est le plus carré des individus, c'est là. Absolument. Mais simplement, ben, on est un automate dans un bocal, quoi, et au lieu d'être dans l'océan, de nager dans l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'imagine qu'il se passe plein de choses, mais est-ce que vous avez parfois des témoignages de la part de personnes du public qui viennent vous voir et qui témoignent finalement de l'impact du conte sur leur personne ou sur ce qui se passe pour eux? Oui, j'ai beaucoup de retours. À la fin des spectacles, oui, quand ce sont des gens qui ont besoin de le dire tout de suite, mais c'est souvent après des mots, parce que c'est comme après un bon film, on n'a pas forcément envie de parler. Euh, mais oui, j'ai des retours des gens, une dame par exemple qui m'a dit, oh, monsieur, je vous remercie, vous m'avez nourri. Voilà, donc cette nourriture, c'est une nourriture subtile. Voilà. Euh, ou alors un petit gamin, 5 ans, 5 ans et demi, avec une gapette de Parigot, qui vient me voir et me dit, monsieur, quand tu racontes, c'est la nature qui parle. Wow. Bon, ben, ce sont des types de retours qui- où on voit que les personnes sont rentrées dans cet espace-là, quoi, dans cet échange, dans cette dimension, euh, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de libérer des émotions, de comprendre des choses, mais pas avec le mental, de les comprendre autrement. Oui, c'est souvent, c'est très souvent. Et j'interviens dans des milieux très décalés. Moi, je, je vais beaucoup en maison d'arrêt ou dans des cités ou dans des lieux qui sont dépourvus de toute proposition artistique. Et les gens apprécient autant la belle langue que ces énergies-là dans tous les milieux. C'est pas juste fait pour les gens branchés spiritualité. C'est vraiment, c'est là aussi le conteur ou la conteuse doit avoir aucun délit de sale gueule, entre guillemets, même dans une entreprise avec un patron avec son attaché-caisse qui est là, avec ses chaussures de cuir qui font du bruit et tout, quand il s'assoit, quand vous commencez à raconter, c'est exactement comme si c'était un bûcheron qui s'assoit sur. Voilà, il y a plus de choses, il y a plus de barrières à traverser, mais nous sommes tous poreux. Nous sommes tous poreux à la beauté, et à ces énergies subtiles, pour peu qu'il y ait suffisamment de cœur, une connaissance qui soit pas l'apprentissage rabâché de l'école, mais qui soit voilà. Et puis il y a toujours l'enfant en chacun, voilà, toujours l'enfant en chacun. Même il y a des monstres voilà, qui ont vécu des choses enfants, ou qui ont vécu des moments, qui peuvent à un moment donné rentrer en syntonie avec ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai eu des témoignages en maison d'arrêt qui étaient absolument extraordinaires. Tout d'un coup, un détenu tatoué de partout, puis bon, je ne suis pas censé savoir ce qu'il a fait, mais c'est pas génial, qui vous met à vous parler de sa grand-mère qui racontait des histoires, et puis à vous parler des arbres autour de la maison de sa grand-mère et tout. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est cette énergie, c'est le conte, c'est toute cette magie vibratoire, à la fois affective, le sens, le rythme. Voilà, on rentre dans une espèce de danse. Et quand on rentre dans une danse, ben, on se libère, quoi. Il faut que ça danse. Finalement, quelles que soient les personnes, euh, rien qu'avec l'art du conte, elles sont touchées au plus profond d'elles-mêmes, plus ou moins facilement, effectivement, comme vous le disiez. Oui, puis en plus, il y a cette chose que on sème des graines, on ne sait jamais. C'est comme un enseignant, par exemple, qui peut semer des graines, et puis 15 ou 20 ans plus tard, le jeune homme ou la jeune femme va se souvenir de ce moment. On ne sait jamais quand ça lève. C'est ça, quand on est, là, on est dans la subtilité, justement, de ces.
Mais vraiment, ce qui est important, c'est, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de, c'est pas parce que ça touche aux énergies subtiles qu'il doit y avoir une posture spirituelle appuyée. Euh, si c'est sacré, c'est parce que c'est naturel, que c'est simple et que ça coule de source, et pas parce qu'il va y avoir tout un cinéma autour. Ce que je vois parfois dans certains milieux où je peux être amené à raconter, moi je fais en sorte que d'enlever toutes les, voilà, tout ce qui peut être un peu, un peu factice ou un peu artificiel. Euh, voilà, même si ça touche au domaine à des domaines plus ésotériques ou etc. Je pense que la forme la plus haute, c'est la simplicité, c'est le naturel. Et quand vous dites j'enlève des choses factices, vous pouvez préciser de Oh quel bah, ordre? ne serait-ce que d'arranger le lieu, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'interférences de symboles ou de choses comme ça, que ce soit. Parce qu'on s'adresse, un conteur, une conteuse s'adresse à l'universel. C'est-à-dire que, quel que soit le type de croyance des gens, par exemple, tout le monde est le bienvenu. Et on ne cherche pas à faire rentrer les gens dans un cadre qui nous paraît être le bon. Euh, Moi, ce qui me motive, c'est pas que les gens rentrent dans un cadre qui serait le bon, c'est que les gens sortent du mauvais cadre et qu'ils entrent dans autre chose. Et cette autre chose est tellement vaste, tellement. Voilà, c'est que c'est comme quand on regarde un tableau et puis qu'on va rentrer à l'intérieur du tableau, et pour chacun, ça va dire des choses différentes, mais il y aura aussi une chose pour toute l'espèce qui sera dedans. Mais il y a des choses qui sont plus particulières. Il faut, je pense, enfin moi je pense que le- c'est souvent qu'on on me fait intervenir dans des endroits où on me dit ah, mais vous êtes chaman. Je ne suis pas chaman, je suis conteur. Je veux rester dans ce, dans la nature qui est la mienne, et je pense que c'est vraiment important, mais de pas, comment, de pas rajouter des couches et des casquettes. C'est déjà formidable de pouvoir être canal de, de ce monde, de ce monde à la fois onirique et plein de finesse, quoi. Mais peut-être que aussi les gens, comme ils sont en perte de sens, ils ont besoin de se raccrocher à certaines choses. Oui. Et vous êtes là peut-être pour Ah, mais je ouvrir les... ne critique pas ce que font les gens, mais le moment du conte, c'est un moment qui échappe à ça, pour moi. C'est un moment de grande liberté, de grande tolérance, et même il se passe des choses des fois qui sont difficiles dans les histoires. Donc il faut accompagner les gens. Il y a des épreuves qui peuvent aussi résonner à l'intérieur de chacun. Donc c'est pas de la guimauve. Hein. Il peut y avoir des moments difficiles, mais il y a toujours en filigrane qu'on est dans un espace où il y a une fluidité et il y a une confiance totale dans les forces en présence, dans les mouvements énergétiques en présence. C'est du laisser-faire. Oui, oui. Ces contes sont plus vieux c'est, je dis souvent, c'est un des plus vieux métiers du monde. Voilà, c'est tellement ancien et c'est toujours plus ancien qu'on croit en plus. Et en même temps, c'est toujours actuel parce que ça permet de rentrer dans cet espace où on vit dans l'instant. Et donc, les gens qui vivaient il y a 5000 ans, ils vivaient dans l'instant aussi. Et puis ceux qui vivront après-demain, ils vivront aussi dans l'instant. Et donc, c'est dans cet espace-là. Peut-être que ce non-temps, c'est peut-être aussi celui de l'instant. C'est ce moment un peu magique où il y a des possibles, des choses qui sont ouvertes et surtout on est dans un monde qui tend à scléroser, à, à rendre tout extrêmement dur. Et là, on est dans un monde qui fluidifie. Voilà.
Vous qui avez parcouru le monde, alors je sais pas, à récupérer ou à vous inspirer de certains contes, est-ce que vous avez des exemples de très 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 vieux contes ou est-ce que c'est daté ou est-ce que ça ne c'est pas daté? Des fois, c'est daté, mais quand c'est daté, des fois, vous avez la même chose, un même genre de conte à 2000 kilomètres et puis qui n'est pas daté pareil. Tout ça, ça s'est passé de bouche à oreille, mais c'est aussi, ça naît aussi dans des endroits, dans des géographies, avec des langues, avec des habitudes, avec... Non, ce qui est assez formidable, c'est comment, lorsque moi j'étais ou dans la steppe, ou dans la forêt profonde d'Amérique centrale, ou dans les steppes de Mongolie, c'est comment la nature répond lorsque vous êtes en quête. Et là, on est dans des énergies extrêmement subtiles. On cherche, on cherche un conte, on cherche un symbole, et ils arrivent sous la forme d'animaux, sous la forme de gens qui connaissent, qui vous prennent par la main, qui vous emmènent à cet endroit-là. Donc là, il se passe une chose. Moi, je me souviens d'un de mes voyages en Mongolie où j'ai récolté des contes. Le soir, j'avais mal aux joues tellement mon sourire était permanent. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce monde, alors on pourrait le qualifier de magique, mais moi je le qualifie plutôt de naturel. C'est le naturel hors cadre. Et là, effectivement, bah, vous avez un aigle qui vient, vous avez un type que vous êtes en pleine steppe, il ne se passe rien, et puis vous avez un gars, et puis vous discutez 2 minutes avec lui, il vous donne la réponse de ce que vous étiez en train de chercher le matin. Là, on est vraiment dans ce monde subtil. Euh, et le fait de baigner dans ce monde depuis près de 40 ans fait que quand je me promène dans la nature, je ne suis pas en train de me dire que là, je suis dans le monde ordinaire ou je ne sais pas quoi. Il peut subvenir dans cet espace-là le même genre de choses qu'il advient dans les contes. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Quelle que soit l'ambiance, même dans une salle hyper high-tech, il peut se passer des choses très, très Oui, subtiles, très fines. alors bien sûr, il y a des défis parce que les cadres sont parfois très... la seule chose, moi, que je réclame lorsque je vais raconter quelque part, c'est des qualités de silence pour pouvoir être entendu. Mais sinon, peu importe le cadre, vraiment, si la parole, si la musique, si le rythme, si les images peuvent être partagées, ça va. Mhm. Je reviens à la Mongolie. Vous parlez leur langue. Comment vous faites pour communiquer? Non. Parce que Ah non, moi quand vous ne parlez pas du tout une langue, vous n'êtes pas un touriste, vous êtes un étranger. Et là, vous êtes reçu merveilleusement. J'arrive dans un endroit et puis je parle pas. Alors, je me suis baladé des fois avec des jeunes qui parlaient le français et là, je leur demandais de me traduire mes mot à mot parce que ce sont des langues très métaphoriques et on perd beaucoup si c'est un universitaire ou s'il y a deux personnes, hein, qui traduit en russe, l'autre en chinois, puis après en anglais, puis après, il ne reste plus rien après, c'est tout effiloché. Mais quand vous ne parlez pas, ben, il y a un vieux qui vous emmène et puis qui vous montre des choses. Et curieusement, vous n'en avez pas parlé et il vous montre, il vous emmène à la source chaude où le cerf a été soigné, où les gens ont su que cette eau pouvait guérir. Et là, ça fait écho à un conte où je sais que il y a un cerf guérisseur, mais ce cerf guérisseur, je comprends que c'est parce qu'on a suivi ce cerf. Mais si vous ne parlez pas, on vous emmène, on vous montre. mais Et il va bien falloir que vous exprimiez votre demande. oui, oui, mais il y a les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent eu des jeunes, mais qui n'étaient pas des universitaires. Et quand j'avais besoin, de temps en temps, je leur disais qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et je leur disais, dites-moi mot à mot. Ne me faites pas ça en, euh, avec le cadre comment, de l'universitaire qui, mot à mot. Vous voyez, par exemple, en mongol, quand on dit le gars il est mort à côté, si on traduit le gars il est décédé, c'est pas génial. Mais si on traduit mot à mot, il va vous dire le voisin il est devenu ciel. C'est pas pareil. Voilà. Là, on rentre dans un domaine et là, vous rentrez dans la qualité d'abord dans la langue, mais vous rentrez dans euh,
dans le type d'imaginaire de ce pays, dans la poésie. Et donc, et puis comme je ne parle pas, je regarde comment les gens vivent, comment ils s'assoient. J'assiste à tout un tas de choses que je ne verrais pas si j'étais en train de traduire en anglais, de me dire qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi ce mot, etc. Donc, ce que je perds en explication, je le gagne en présence. Et tout ça, après, je fais confiance quand je vais raconter des histoires. Vraiment, la step est là quand je raconte. Mais si je m'étais fait expliquer par des universitaires mongols sans arrêt, c'est quoi qui pousse, comment ça s'appelle, etc. J'ai vu des chevaux s'unir dans la steppe. J'ai approché des chameaux à deux bosses, sauvages, à 2-3 mètres. J'ai vu des vols de grues sans savoir qu'il y avait des grues. Ça m'a fait peur, des milliers de grues. Tout ça est emmagasiné en moi et je ne me dis pas je vais le ressortir. Mais si le conte a besoin à un moment donné, il va aller puiser, pas forcément ce que j'ai vécu, mais la qualité des images que j'ai reçues et des émotions que j'ai pu traverser. Waouh. Voilà. C'est avec le feedback de beaucoup d'années que je peux dire comment ça se passe, parce que tout ça, ça se découvre. Mais et donc, il y a eu des moments où j'ai eu besoin, par exemple, quand je veux avoir vraiment une version d'une. Parce que vous avez dans différents endroits en Mongolie, c'est pas la même version. Si vous êtes dans le Vogankai ou si vous êtes plutôt dans l'Ouest, l'histoire va pas être forcément pareille parce qu'il y a des peuples qui sont différents au sein de la Mongolie. Donc là, à ce moment-là, je demande à quelqu'un de me traduire mot à mot ce qu'on est en train de me dire. Ça fait un peu bizarre, mais au moins je chope des éléments que je ne choperais pas si j'essayais de le faire rentrer dans le cadre d'une traduction plus universitaire. Alors, vous récupérez du mot à mot grâce à un traducteur, mais vous, quand vous allez, vous souhaitez communiquer avec la personne, vous demandez au traducteur de faire du mot à mot? Non, le traducteur, il va juste poser ma question, qui est très D'accord. simple, par exemple. Euh, je vais dire, par exemple, il paraît que dans la région, il paraît qu'il y a une grande pierre en forme de jeune fille. Et je dis juste ça. Et un gars qui m'emmène, et il m'emmène, alors c'est des histoires qu'on retrouve un petit peu dans plein de pays, où il y a une fille qui veut épouser un berger, et puis le père, c'est un chef de clan, il veut pas du tout que sa fille épouse un berger, donc il se débrouille pour que le berger parte à la guerre, et puis il ne revient pas, le berger, donc la fille attend, et elle devient une pierre. On a ce thème-là dans beaucoup de pays. Eh ben, on m'emmène. On m'emmène et là, je vois une pierre. Alors, est-ce que c'est la pierre du comte ou est-ce que c'est une pierre qui ressemble? Peu importe. Et puis, à cet endroit-là, il y a, j'en parlais tout à l'heure, il y a deux chevaux qui arrivent et deux chevaux sauvages qui s'unissent. Ça fait une. Voilà, vous vivez un moment qui fait que cette légende, même si vous racontez pas ça aux gens, elle va être pleine. Elle va être. Et puis, vous avez été en contact avec la terre. La terre où ça s'est passé, la terre parle les grands ciels mongols remplis de chevaux parce que ce sont pas les mêmes constellations que nous. Tout ça, c'est emmagasiné. Euh, tout ce que j'ai pu vivre aussi dans le Sahara, dans le désert et les aventures que j'ai pu avoir, m'ont infusé dans le monde par lequel j'allais accéder aux images de certains contes. C'est c'est comme on prend un bain, quoi. Mhm. Voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir me baigner dans des lieux. Quand j'étais, premier voyage que j'ai fait en Mongolie, pour parler vraiment des énergies subtiles qu'on peut ressentir là-bas, à un moment donné, je me suis senti à la fois rien et dans les bras du tout, avec avec une joie indescriptible. Et il y a quelque temps, je lisais, je ne sais plus quel sage, qui disait, bah, quand on n'est rien, c'est qu'on est dans la sagesse, et quand on est tout, c'est quand on est dans l'amour. Et vraiment, ça m'a éclairé aussi sur voilà, cette chose. Et donc, quand vous avez vécu ça, ben, quand vous parlez de la steppe, même si vous ne racontez pas ce qui vous est arrivé, les gens vont ressentir cette immensité. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant, oh, j'ai vu les montagnes ou j'ai vu des aigles, alors que je n'ai pas parlé d'aigles dans l'histoire.
Donc ça, c'est là que je me dis la confiance. Les gens vont choper dans la voix, dans le rythme, dans le souvenir corporel, parce que la voix, c'est le corps. Et donc, il y a des choses qui ne se voient pas, qui ne se disent pas, qui sont engrammées et qui passent. C'est beaucoup plus heureux que les secrets de famille qui se passent de l'un à l'autre, mais c'est tout aussi efficient. Donc, on est dans un espace qu'on pourrait qualifier de magique, mais il est magique parce qu'on n'a pas conscience des lois. Pour moi, c'est plus naturel que magique. Quand vous dites on n'a pas conscience des lois, c'est on revient à cette simplicité ou c'est d'autres choses? Je pense qu'il y a sûrement des phénomènes, si nous les décrivions, qui seraient extrêmement complexes, et lorsqu'on les vit, ils sont extrêmement simples. Et c'est pour ça que euh, quand j'ai créé, il y a maintenant une trentaine d'années, un peu moins, le théâtre du vivant, c'était pour que les artistes et les scientifiques puissent travailler ensemble. Parce que avant d'imaginer, de pouvoir conceptualiser certaines choses, il fallait d'abord les vivre. Tout simplement, si on veut respecter la planète, il faut déjà être ému. Il faut déjà avoir été ému devant une forêt assassinée comme on voit aujourd'hui, là, des forêts qui sont écrasées, vendues en Chine et autres. Si on n'est pas ému si on n'a pas entendu un arbre qui tombe, etc., on, on, on ne va pas changer sa propre façon de se tenir au monde. Donc c'était ça, moi, l'idée, c'était bon, c'était peut-être un peu trop tôt, ça a été un peu difficile à mettre en place, mais il y a bien qu'il y ait eu des scientifiques de renom qui soient venus, mais la démarche était sûrement un peu trop pionnière à l'époque, puisque quand on fait venir des artistes, c'est surtout pour amuser et pas pour ouvrir les cœurs. Et donc tout à l'heure, vous me disiez que les contes étaient plus anciens que l'on peut l'imaginer. Comment sont-ils nés? Ben, je raconte alors. Racontez. Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Nous autres, les humains, ne séparions pas la fleur, l'antilope ou l'homme, nous étions les enfants du même rêve. Le soir, nous mangions le soleil en écoutant le chant de la terre. Nous autres, les humains, ne savions pas que nous allions quitter la sérénité de l'arbre, nous désunir et pour tout dire nous embrouiller. Nous ignorions qu'un jour nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Mais les oiseaux, eux, le pressentaient. Ils se préparaient pour prendre soin de nos premières images et protéger le songe vital des génies. Ils savaient que les contes résisteraient à tout, au temps, à la séparation, à l'oubli, murmurant notre parenté avec tout ce qui vit, nous escortant dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance. Des contes, continuant de gazouiller et rire devant la peur et l'absurdité, des contes qui flottent comme des barques et nous conduisent au-delà des tempêtes vers des rivages oubliés. Alors un jour, les oiseaux se sont retrouvés juste à côté de la source. Il y avait là toutes sortes d'oiseaux, mais il y avait le roiseau, le roi des oiseaux. Et il a parlé, il a dit, regardez cet arbre florissant. Et sur cet arbre, il y avait des contes. Et le roiseau a dit, oiseau, que chacun prenne un conte dans son bec. Si un être humain bute et tombe, ben, qu'un conte soit là pour la confidence d'un chêne, d'un hêtre ou d'un figuier. Et c'est ainsi que les oiseaux se sont envolés avec un conte dans leur bec. Et c'est ainsi que sont venus les contes pour nous réveiller. Voilà comment sont venus les contes à nous. Merci, merci, merci pour ce si joli conte. Comment travaillez-vous? Je travaille beaucoup à la fois sur l'oralité et sur l'écrit. L'un nourrit l'autre. Travailler sa langue écrite, c'est travailler la poésie, travailler une belle langue. Et puis travailler une langue parlée, c'est aussi le naturel, la proximité. Et donc, ces deux mouvements infusent
l'autre à chaque fois. Donc, j'ai des bouquins et je ne sépare pas les livres que j'ai écrits de ce que je transmets lorsque je raconte de façon orale. Pour moi, c'est une tresse. Voilà, donc j'ai écrit pas mal de livres, notamment au Seuil, sur les contes de sagesse du monde. Et puis, j'ai aussi des livres pour enfants et puis des ouvrages où je parle du parcours et des choses un peu fines qu'on a échangé ensemble. Et donc, j'accompagne aussi des gens dans des stages autour de leurs projets. Soit c'est un projet de vouloir devenir conteur pour des gens qui débutent, soit c'est un projet de se renouveler pour des gens qui ont déjà un peu de bouteille, soit c'est de les accompagner pour un, pour un spectacle, par exemple. Et ça, voilà, j'aime beaucoup faire ça, c'est une activité qui me permet de ne pas être toujours sur un mode. Voilà. Et puis, toute l'activité aussi musicale, puisque je suis barde, et donc j'accompagne aussi des conteurs euh, qui veulent rentrer dans l'univers de comment on s'accompagne en musique quand on raconte. Parce que là aussi, il y a tout un travail qui est extrêmement... la musique ne doit pas être un fond sonore. C'est pas, on n'est pas dans un magasin, on n'est pas chez Ikea, même si c'est joli. Donc la musique doit faire sens. Et donc, de même, lorsqu'on travaille avec un illustrateur, il y a des choses qu'on ne dit plus puisque l'illustrateur les montre. De même, lorsqu'on s'accompagne en musique, il y a des choses qui sont dites par la musique et qu'on n'a pas à dire. C'est aussi un moyen de communication. Donc, c'est un art qui est très fin. Et voilà, de plus en plus, j'essaye d'accompagner des gens qui ont envie de s'accompagner en musique, tout en sachant qu'il y a des gens, ils voudraient absolument s'accompagner en musique en pensant que c'est plus... Alors que leur voix aussi, et s'ils ne sont pas doués avec un instrument, c'est pas grave. Dans la voix, il y a toute la mélodie, la musicalité, le rythme. Euh, J'avais eu l'occasion de travailler avec en en chant harmonique, par exemple. Lorsque vous dégagez des harmoniques en chant, vous en dégagez moins que lorsque vous parlez. Donc, il ne faut pas oublier que la voix parlée est un chant et un véhicule extrêmement fin des émotions, de tout le monde intérieur. Et voilà, donc voilà, j'essaye de faire ce travail d'accompagnement et puis voilà, d'avoir aussi des jeunes qui puissent commencer à travailler sur cette voie, quoi. Et si les gens veulent suivre vos stages, comment doivent-ils faire? Alors, j'ai un site, hein, D'accord? mon nom sur Internet, on tombe sur mon site et il y a un certain nombre de pages et notamment il y a une page qui tient au courant des stages que je propose. Voilà. Ok. Mais toujours dans ce même esprit, c'est-à-dire que euh, je n'offre pas aux gens un accompagnement en kit, chacun est différent. Et donc, c'est surtout comment être le plus possible soi-même pour que les histoires peuvent nous habiter, choper ce dont elles ont besoin. Parce que si on a trop d'idées préconçues sur la façon dont on doit raconter, si on a trop d'idées préconçues sur le masque que nous avons, que nous portons, c'est difficile pour l'histoire de traverser la personne d'une façon euh, libre et fluide si on met tout un tas de barrières. Donc, les stages, ça consiste surtout à un désapprentissage et une déprogrammation. Mhm. Voilà. L'apprentissage se fait en tout cas de cette façon. Et puis, Et à s'étonner soi-même de, des richesses. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que souvent l'ego, il veut briller. Et en fait, il se plante la plupart du temps. Et par contre, lorsque le l'ego est mis entre parenthèses, vous avez quand même une, comment je pourrais dire, une rétribution qui est la rétribution d'être traversé et puis de voir comment l'histoire a été choisir des trucs que vous pensiez même pas que vous pourriez dire et pas de cette façon. mhm.
Et ça passe pas par le truchement de l'ego qui dit ah ouais, là, je l'ai vraiment bien. Là, je l'ai bien. Non, c'est simplement qu'à ce moment-là, vous étiez suffisamment pas là pour que le conte aille chercher une perle qui est en vous. Donc, il y a rétribution quand même. Hmm. C'est pas une punition de mettre l'ego de côté. Il y a quand même une rétribution et pas qu'un peu, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce qu'on peut devenir comte à n'importe quel âge? Conteur, Conteur, hein? conteuse, oh, oui, ça, les chemins de vie sont, c'est, il y a dans la nature, hein, vous avez des petites plantes qui font des fleurs tout de suite, et puis vous en avez qui font des fleurs, mais très, très tardivement, après plusieurs années. Pourquoi pas? Ok. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin ou une toute petite anecdote ou un tout petit conte, quelque chose de très pour clôturer notre entretien? Non, ce que je dirais, moi j'aime beaucoup une histoire que ça me vient comme ça, hein. Je ne sais pas si c'est très à propos, mais c'est sûrement, puisque ça monte. Euh, quand je faisais notamment des stages en bibliothèque, je commençais toujours par demander aux bibliothécaires, je leur disais, si un enfant vous dit où j'étais avant de naître, qu'est-ce que vous répondez? Et là, la plupart des réponses, bien qu'elles étaient variables, c'était soit une réponse scientifique, soit une réponse religieuse, soit une réponse faussement poétique, hein, c'est-à-dire réponse scientifique, bah, tu étais dans la graine de papa ou dans celle de maman, et puis après, etc. La réponse religieuse, tu étais au ciel avec Marie, ou tu étais avec le Bouddha, ou tu étais, je ne sais pas. Et puis la troisième, c'était né dans un chou, dans une rose, etc. Et l'enfant n'est pas nourri. Alors l'enfant, il continue de poser la question. Tant qu'il n'est pas nourri, donc il va voir la mère, il va voir le père, et puis chacun lui fait une réponse, voilà, qui est un peu dans un de ces trois modes. Et il n'est pas nourri. Alors il va voir le vieux grand-père qui est un vieil ouvrier de la lumière. Il est avec sa vieille cotte d'ouvrier. Et puis il voit bien que l'enfant, il a très envie d'être nourri par une réponse, qu'on lui réponde enfin où il était avant de naître. Alors le vieux lui dit, viens, attends, viens avec moi, je vais te raconter une histoire. Et le vieux lui raconte l'histoire de la chenille et du papillon. Et l'enfant est nourri. Et son histoire, elle est vraie sur un plan scientifique, elle est vraie sur un plan religieux, et elle est vraiment poétique. C'est ça le conte. C'est vraiment ça. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Merci, merci mille fois de cet échange. Est-ce que ça vous a nourri? Quel est votre feedback, votre sensation Oui, bah de ce oui, bien sûr. mode-là? Oui, oui, c'est bien. C'est une rencontre. Et puis voilà, ça tombe à un moment où j'ai bien envie de parler de ça. Donc voilà, ça a du sens.